est vendredi 8 mai. J'avance super bien sur le premier jet. Je suis déjà à quasi 20 000 mots sur 80 000. Donc ça représente peut-être un peu moins de 100 pages. Mais voilà, en fait, le taf qu'on a fait avec mon éditeur, le fait de vraiment décrire chaque chapitre, en fait, là, pour moi, c'est juste une autoroute où j'ai juste à dérouler. Bien sûr, il y a une part d'inspiration. Comme vraiment, je suis habité par cette histoire et je la trouve vraiment super et j'adore le personnage principal, j'adore les personnages qui gravitent autour. Bah, du coup, pour l'instant, c'est super fluide. Il est 8h30 du matin, je suis pas quelqu'un du matin, donc là, j'avoue que j'ai un peu la tête dans le... On va continuer à avancer, on va continuer à dérouler. Je continue à avoir cette routine où tous les matins, je relis ce que j'ai écrit la veille. Volontairement, j'écris pour moi pas énormément. Après, ça dépend de chacun. Voilà, moi j'écris, on va dire, un chapitre ou deux par jour, ce qui me permet de relire les chapitres de la veille et de me replonger ensuite dans mon écriture du jour. Donc là, ce matin, je vais faire ça et cet après-midi, je pense que je vais travailler sur future vidéo YouTube à Bayonne parce que j'aime bien de temps en temps aller taffer à l'extérieur, ça me permet de sortir de ma grotte, ça me permet de m'aérer. Je vous filmerai quelques trucs aussi, parce que comme ça fera un petit peu vlog écriture, vlog voyage, cette vidéo. Vlog voyage, bon, voilà, je pars pas non plus au Japon, mais bref, voilà, je vais me mettre à fond dans l'écriture ce matin, et je vous reprends tout de suite après. Je me suis installé dans un petit espace de coworking, donc je vais parler plutôt bas pour pas déranger les autres personnes, mais quand j'ai commencé ce thriller, je pensais écrire une enquête. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que le roman et le sujet du roman ne traitaient pas de meurtre, mais il traitait de mémoire. Ou plutôt, disons, la peur de perdre sa propre mémoire, sa propre identité. Donc mon personnage principal, il s'appelle Abel, et quand il était enfant, il a survécu à une noyade. Il a survécu, mais il est quand même resté trop longtemps sous l'eau, sans oxygène, et ça a eu des conséquences dramatiques sur son cerveau et sur sa mémoire. Du coup, sa mémoire est instable, et donc pour survivre au quotidien, il transforme littéralement son environnement et sa vie en système de stockage. Il photographie tous les moments importants avec son appareil photo Polaroid, et ensuite il note tout, il classe tout. Et donc sa mémoire interne est intacte d'avant l'accident, mais après l'accident, tout est en lambeaux, tout est en morceaux, tout est détruit, tout est fragmenté, tout peut disparaître d'un moment à l'autre. Donc sa mémoire, en fait, elle est extérieure à lui-même. Et en fait, ça, je me rends compte à quel point ça me terrifie et à quel point c'est un sujet qui m'est personnel. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on devient si nos souvenirs disparaissent? Et dans le cas de Abel, comment est-ce qu'il peut espérer résoudre cette enquête s'il perd la mémoire à tout moment? Et en fait, je crois que c'est un peu ça qui m'obsède dans les thrillers. C'est pas vraiment les tueurs. Enfin, je me rends compte que c'est pas vraiment les antagonistes. C'est qu'est-ce qu'ils symbolisent. Et c'est aussi la perception, les souvenirs, les mensonges, les doubles lectures. Et du coup, avec ce personnage principal de Abel, bah, j'ai trouvé une mécanique qui me plaît de plus en plus. Parce qu'en fait, le principe de créer un héros incapable de faire totalement confiance à sa propre mémoire, bah, c'est intriguant. Alors oui, c'est cliché, et on va voir tout de suite après comment j'ai essayé de combattre ces clichés, comment j'ai essayé d'apporter un regard un peu neuf. En gros, dans un thriller classique, je me rends compte que le héros, il cherche la vérité, mais là, du coup, comment il fait pour chercher la vérité si il sait même pas si ses souvenirs sont valables? Est-ce qu'il peut se fier à sa mémoire? Et du coup, si mon personnage a du mal à se fier à sa mémoire, le lecteur aura du mal aussi. Et donc, du coup, vient des problématiques de comment écrire sans perdre le lecteur et sans perdre sa confiance. Donc, du coup, c'est ça pour moi l'énorme piège et l'énorme challenge de ce roman, qui, je le rappelle, s'appelle pour l'instant le Polaroid. Il sort à la fin de l'année. Voilà, je fais des petits rappels de temps en temps pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Et moi, ce que je voulais surtout pas faire, c'est oh là là, il a oublié, c'est quand même pratique pour le scénario, il s'en rappellera à la fin. En fait, il faut que ça soit organique, faut pas qu'on sente moi qui suis derrière, qui tire les ficelles et il oublie quand ça l'arrange et il s'en rappelle quand ça m'arrange. Je voulais que sa mémoire devienne vraiment un outil organique qui, oui, je l'utilise un peu pour des twists narratifs et du suspense, mais je veux pas que ça soit systématique. Du coup, j'ai commencé à regarder plein de documentaires sur des gens qui ont eu des accidents comme Abel, c'est-à-dire des gens qui ont eu soit un traumatisme crânien, soit ont manqué d'oxygène à cause d'une noyade ou à cause d'autre chose, et qui, du coup, ont exactement la même routine que Abel. C'est-à-dire, ils mettent des post-it partout, ils se créent des routines, leur entourage ne cesse de leur répéter qui sont leurs souvenirs,
pourquoi ils sont là, quels sont leurs liens sociaux, quels sont leurs liens familiaux, les carnets, les classeurs, les polaroids. Tout ça, en fait, ça m'a été inspiré par des documentaires que j'ai regardés. Et plus je commence à écrire, et là je suis quand même à 20 000 mots, donc je suis quasiment à un quart du roman, plus je me rends compte d'un truc assez bizarre, c'est que je suis en train de construire finalement un personnage qui a une mémoire externe. Parce qu'en fait, l'amnésie, c'est un peu un des tropes les plus communs et finalement les plus éculés du polar, du thriller, globalement de la fiction de manière générale. Et donc, on parle d'amnésie, il y a forcément des films, des livres qui nous viennent. Memento, moi, c'est en premier le film qui me vient. Et l'amnésie, c'est aussi facile. Le personnage qui oublie quelque chose comme par hasard, ou à l'inverse, ça lui revient par flash. L'amnésie qui est un peu utilisée comme une sorte de bouton magique, de Deus Ex Machina, de « Ah, j'ai tout oublié », touc, j'appuie sur le bouton, « Ah, ça y est, je me rappelle », et en fait, c'était Nana qui a fait le coup. Et donc, du coup, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais une amnésie organique, réelle, et donc pour ça, il n'y avait pas 36 solutions, il fallait que je quitte ma casquette de scénariste pour pas qu'on voit les ficelles derrière l'amnésie, et pour pas qu'on voit le scénariste que ça arrange bien que l'amnésie, d'un coup le personnage oublie, d'un coup le personnage se rappelle, pour vraiment aller m'intéresser aux gens, aux vrais gens qui ont des vraies amnésies. Et donc c'est pour ça que mon personnage principal a cette amnésie partielle à cause d'une noyade et donc à cause d'un manque d'oxygène trop long. Et donc je suis allé tout simplement voir des documentaires, j'ai lu des livres qui parlent de ces personnes-là, qui parlent de ce type d'amnésie-là, j'ai pris plein de notes, et voilà, c'était un peu un pacte avec moi-même de ok, je vais traiter l'amnésie d'une manière, je pense, un peu originale, ou en tout cas, j'espère, avec un type d'amnésie et abordé, je trouve, de manière assez rare. Et c'était ça le pacte. C'était, ok, si ce personnage est amnésique, il doit l'être de manière assez égale dans tous les chapitres. Et donc, utiliser ça, bien évidemment, pour créer du suspense, mais pas de manière pratique pour moi de il y a un chapitre où en fait il a tout oublié, le chapitre suivant en fait il se rappelle de tout, et puis il y a un chapitre où il bégaye dès qu'il est un peu en stress, et puis en fait quand il est en stress dans un autre chapitre, il assure, il bégaye plus du tout. Voilà, il fallait que le personnage soit constant du début à la fin, avec évidemment une évolution, mais si je prends ce personnage qui a cette amnésie depuis des années, il va pas prendre un Doliprane pour que ça aille mieux. Ce type d'amnésie-là, on porte ce handicap-là toute sa vie, même s'il y a des techniques, il y a des choses que vous découvrirez dans le roman qui aident énormément le personnage, comme de mettre des post-it un peu partout chez lui pour se rappeler comment fonctionne une machine à laver, comment tout simplement faire à manger. Et voilà, il y a plein de tips comme ça. Il peut se balader avec un carnet qui lui permet de noter un peu tout ce qu'il a fait dans la journée, bref. Il y a plein d'astuces pour ces gens-là qui souffrent de cette amnésie-là. Et il faut que cette astuce-là, elle tienne de la première ligne à la dernière ligne. Il faut pas que d'un coup, le personnage se rappelle de choses sans son carnet, que d'un coup, les post-it, ça sert à rien, on s'en fout, il se rappelle très bien comment fonctionne sa machine à café. Non, il fallait que ça soit crédible de A à Z. Et donc je citais évidemment Memento, qui est une de mes grosses refs de films qui parle d'amnésie et de construction narrative autour de l'amnésie. Et en fait, plus je creusais, plus je me suis rendu compte que si je voulais vraiment créer quelque chose d'original, que je me démarque, c'est que je voulais pas juste utiliser l'amnésie pour créer un twist. Alors, il y a un twist autour de l'amnésie du personnage. Je pense un des meilleurs twists que j'ai jamais inventé, mais je veux pas que tout se base là-dessus. Je veux pas juste que ça soit une sorte de puzzle narratif ludique où on rassemble un peu les pièces et où à la fin on est content et on se sent un petit peu récompensé par tout ce puzzle narratif qu'on a reconstruit. Je voulais pas ça, déjà parce que je voulais pas une narration totalement brisée, parce que c'est pas exactement ça, cette amnésie partielle que vit mon personnage. Il a pas forcément, même s'il s'en mêle les pinceaux, en tout cas je voulais pas que son amnésie soit un prétexte pour, par exemple, échanger la temporalité des chapitres et qu'à la fin on doive tout remettre dans l'ordre. C'est pas exactement ça que je voulais, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça finalement qui m'intéressait, même si c'est trop cool d'avoir un twist
autour de l'amnésie, c'est toujours cool. Le plus dur étant de réussir à faire quelque chose d'original. Je pense que j'ai réussi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la violence psychologique de devoir reconstruire sa mémoire au quotidien. Et qu'est-ce que ça amène comme tragédie humaine là-dedans? Parce que le personnage principal, Abel, il va être papa. Et donc, qu'est-ce que ça comporte pour un personnage comme ça, pour une personne comme ça, d'être amnésique et de se dire, ok, je vais être papa et il se peut que j'oublie ma fille, il se peut que j'oublie son prénom, il se peut que je l'oublie à l'école. Et quel type d'angoisse ça crée et quelle violence psychologique et quel conflit ça va créer. Et donc c'était ça finalement qui m'intéressait le plus, et c'est ça qui m'intéresse le plus au final dans ce personnage amnésique, c'est comment vivre au quotidien et de revenir à quelque chose d'un peu moins grandiloquent et d'un peu plus terre à terre de c'est quoi le quotidien de cette personne qui en plus doit mener une enquête pour retrouver sa sœur, pour innocenter sa sœur, et en plus il va être papa, et ça fait beaucoup. Et donc c'est cette piste-là que j'ai creusée, pas juste un outil scénaristique pour arriver à un twist, mais en plus par-dessus créer du vrai enjeu, du vrai conflit, des vraies émotions autour de la mémoire, autour de l'oubli. Qui est-ce qu'on est exactement quand on perd la mémoire, quand on n'a plus de souvenirs, comment garder ces souvenirs-là, comment faire en sorte qu'ils ne s'effacent pas, alors qu'ils ne sont pas à l'intérieur de notre tête, mais qui sont tout autour de nous, sur des post-it qui peuvent se déchirer, sur des polaroids qui peuvent se brûler, bref. Comment est-ce qu'on vit quand notre mémoire est parsemée sur des outils tangibles qui peuvent disparaître du jour au lendemain? C'est ça qui m'intéressait et c'est ça que j'essaye d'explorer dans ce roman. Et ça nous amène à un élément que je trouve un peu terrifiant et qui commence dès le début du roman, c'est pas tellement l'amnésie du personnage, mais c'est ce que je disais, c'est que comme sa mémoire n'est figée que sur des objets, et notamment des polaroids, et dans l'histoire, quelqu'un commence à lui voler des polaroids. Les polaroids commencent à disparaître, les post-it commencent à disparaître. Et ça, je trouve ça glaçant parce que ça veut dire que sa mémoire disparaît et ces polaroids qui fichent des instants dont il a absolument besoin pour se rappeler justement de cet instant-là et qui construit son identité, s'il commence à disparaître, je trouve que c'est juste horrible parce que ça veut dire que c'est une part de lui qui disparaît et en plus il doit enquêter justement sur son passé et donc il a besoin de cette mémoire, il a besoin de ces polaroids pour se souvenir, pour essayer d'innocenter sa sœur. Et du coup, c'est une situation assez terrible pour mon personnage. Et donc, c'est ce que je travaille là actuellement avec ce premier jet, c'est de toujours garder ce fil conducteur de « Oublie pas que l'amnésie n'est pas un outil pour jouer avec le suspense, même si évidemment que je vais l'utiliser, mais c'est une réalité tangible du personnage qui crée du conflit, qui crée du drame et qui crée vraiment la thématique du roman. » Donc voilà, aujourd'hui on est le 18 mai, je suis presque à 40 000 mots d'écrit, donc je suis presque à la moitié du premier jet, et je pense que je vais terminer ce petit vlog là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu, c'est un petit peu plus peut-être thématique, moins vlog finalement, mais voilà, je voulais aborder ce sujet qui est l'amnésie, et donc finalement comment utiliser des tropes et essayer d'en faire quelque chose de neuf, d'en faire quelque chose en y apposant sa vision. Et donc je voulais vous montrer concrètement moi comment j'ai fait pour ce roman, parce que j'ai pas toujours utilisé des tropes dans mes romans. Là, effectivement, le sujet de l'amnésie est absolument éculé, donc je trouvais ça intéressant pour ce roman de vous expliquer un peu ma vision de comment faire pour ne pas tomber dans le cliché. Peut-être que je vais y tomber, peut-être c'est forcé, mais en tout cas, y apporter une certaine vision. Et donc, cette vision-là, je me rends compte en écrivant le roman que c'est que peut-être que les meilleurs thrillers ne parlent jamais finalement de meurtre, ils parlent de ce qu'on cache, de ce qu'on oublie, de ce qu'on refuse finalement de regarder en face. Et en fait, plus je vous parle, plus je fais ces vlogs, et plus je me rends compte que c'est peut-être mon roman le plus personnel, parce que autour de cette mémoire, finalement, il y a le sujet alors il y a évidemment le sujet d'oublier et d'être oublié, mais il y a aussi le sujet de son identité. On a construit notre identité autour des souvenirs, et on est qui on est parce qu'on a tous ces souvenirs-là d'enfance, d'adolescence, d'adulte. Et en fait, si on nous enlève ça, ou si on le modifie, est-ce qu'on est vraiment la même personne ? Au final, c'est des thématiques que j'avais aussi abordées dans Notre Petit Secret. Donc voilà, on découvre un peu les névroses ensemble, mes névroses d'auteur, mais là je vais à fond
encore plus dans ce roman sur cette thématique-là de la mémoire et de l'oubli. Et c'est un sujet vraiment qui m'impacte personnellement. Donc, en fait, c'est peut-être ça le secret des tropes, c'est de faire très attention, de les prendre, pas pour éculer à nouveau des outils scénaristiques et essayer d'en faire juste des ficelles de scénaristes, mais de les réintégrer à notre vécu personnel, de les focaliser exclusivement sur les personnages et qu'est-ce que ça va raconter de ces personnages et qu'est-ce que ça raconte finalement à travers nous, en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on veut raconter au travers de ces personnages et quels sont les messages qu'on veut passer. Et évidemment, si en plus on les utilise toujours de manière organique et pas forcée, et qu'on arrive à en faire des twists et du suspense, c'est magnifique. Mais je pense qu'à la fin, en tant que lecteur aussi, je pense que oui, je me rappelle des twists, mais je me rappelle surtout des personnages, je me rappelle surtout de qu'est-ce qu'ils ont voulu me raconter et quelles émotions ils m'ont partagé et quels conflits ils ont dû affronter. Et finalement, pas tellement les twists, à moins d'avoir le twist du siècle. Mais je crois que je serais toujours plus content de lire un roman avec des personnages forts, avec des thématiques fortes, avec des émotions, où il n'y a pas forcément un twist exceptionnel, que l'inverse, avoir un twist exceptionnel, mais d'avoir des personnages creux, d'avoir peu d'émotions, d'avoir finalement peu de messages passés, et de pas sentir l'authenticité derrière l'auteur. Donc c'est un petit peu décousu, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi eu l'occasion de prendre des gros tropes comme ça, du thriller, et comment est-ce que vous avez réussi à en faire quelque chose de plus personnel et d'éviter, on va dire, les clichés. Donc je vais continuer d'écrire, on est presque à la moitié du premier jet, et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai beaucoup trop parlé, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là,